Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot, saison 3, épisode 21. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel. Il y a Sidney Faux qui viendra me rejoindre en fin d'émission pour nos sujets chauds. Mais d'abord, Jean, comment ça va? Ça va, ça va. Merci de me supporter encore. Ben écoute, je te supporte et ça me fait grand plaisir. En fait, j'ai hâte de venir te supporter, entre guillemets, comme ça, à chaque semaine. Puis surtout quand on a des bonnes nouvelles comme celles qu'on va annoncer au cours des prochaines secondes, parce que là, ça fait longtemps qu'on avait hâte de publiciser cette info parce qu'on le savait ici à l'interne. La Copa América sera diffusée par RDS du 14 juin au 7 juillet pour tous les gens abonnés, déjà abonnés au réseau des sports. Ce sera disponible sur le web, alors que pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui veulent avoir accès à ces matchs-là, ce sera disponible sur RDS en direct. Vous pouvez vous abonner pour le mois afin de voir les 26 matchs de la compétition, en plus de toute la programmation régulière du réseau des sports. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que cette compétition-là, la Copa América, Jean, d'habitude, ça vient avec un feu d'artifice. C'est un certain football qui est généralement assez enlevé, qui est assez plaisant, avec évidemment des grands noms, parce que là, pas mal tout le monde sera là, en fait. Avec des matchs, je parle de feu d'artifice, là, ça peut être d'un point de vue offensif. Il y a aussi des petits débordements. Ambiance. Exactement. Dans les estrades. Mais de l'ambiance, des fois, ça chauffe un petit peu sur la pelouse aussi en Amérique du Sud. Donc, bref, très heureux de pouvoir vous présenter cette compétition cet été, comme si on n'avait pas déjà assez de jobs comme ça avec la Gold Cup, la Coupe du monde des femmes, la Coupe du monde des moins de 20 en ce moment. Bon. Venons-en maintenant à nos sujets de la semaine. On va revenir d'abord sur cette finale de Ligue Europa qui a été gagnée tranquillement par Chelsea. Je dis tranquillement parce que les Blues se sont imposés sur Arsenal par la marque de 4-1. Giroud marque son premier en carrière contre Arsenal. Peter Cech est battu par son ancien et son futur club. Eden Hazard qui s'en va avec un dernier trophée. Mesut Özil qui est décevant. Tu retiens quoi, toi, dans tout ça? Qu'est-ce qui a le plus marqué ton imaginaire? Wow! Il y a plein de choses. Du stock pour 90 minutes. Il y a quand même du stock. Quand on a passé au-delà, disons, du côté un peu vertigineux de la prise de vue et de l'ambiance. Ah, ça, c'est vrai. Hein? C'était pas extraordinaire. Il y a ça. L'impression que les tribunes étaient à la plage. C'était assez... c'était un peu hallucinant pour une finale européenne. Donc, c'était un peu difficile de rentrer dedans quand même par moment. Mais quand on voit ça, on se dit, regarde, Sarri, malgré toutes les critiques, il a mené son bateau pas mal. Il y a encore un gros... Sachant qu'il arrive et qu'il arrive avec tout ce qu'il a fait à Naples d'abord et avec l'idée de prendre en main et de ramener Chelsea vraiment au top après le petit glissement des 2 dernières saisons, en lui disant oui, mais on ne va pas complètement donner tous les moyens parce qu'au niveau recrutement, forcément, ça n'a pas été exceptionnel non plus. Non. Donc, arrivant comme ça, sachant qu'il a un système de jeu quand même qui est très spécifique, mais qui ne peut pas aller chercher les joueurs qu'il veut, à part peut-être Jorginho. Qui a été plutôt efficace d'ailleurs dans cette finale-là. Oui, absolument. C'est un peu parce qu'il revient un petit peu à ce qu'on a vu en début de saison où on se rappelle à l'automne, ça roulait bien et tout le monde disait wow, Sarri fait du bon boulot. Mais sachant que sur la durée, ça s'est moins bien terminé et qu'il était pas mal critiqué, je trouve que au bout du compte, c'est une saison, pour une saison entre guillemets de transition, qui est plutôt bonne. Maintenant, est-ce qu'il va avoir les moyens, sachant qu'il y a cet embargo, en tout cas cette décision qui est d'interdire 2 fenêtres de recrutement à Chelsea. On va voir ce qui va se passer parce qu'ils sont devant le TAS. Est-ce qu'il va y avoir un sursis? Comment il peut progresser s'il n'a pas les moyens de le faire? Ça va être un autre problème. En première ligue, avec toute la pression, la concurrence qu'il y a, que ce soit dans les équipes
adverses ou sur le banc des équipes adverses parce qu'il y a de très bons entraîneurs aussi. Si tu rates 2 fenêtres des transferts, je pense que ça pourrait être catastrophique pour Chelsea. Ce qui était plus heureux pour Maurizio Sarri, c'est qu'en Azerbaïdjan, tu peux faire ce que tu ne peux pas faire à Wembley. Il a perdu une finale de coupe plus tôt cette année face à Manchester City. Mais en Azerbaïdjan, à Bakou, tu peux t'allumer un gros cigare à la fin du match. Exact. Et ça, pour un fumeur comme Maurizio Sarri, ça a été un soulagement des plus totales. Pas juste de soulever un trophée, mais d'être en mesure de s'allumer un cigare. Qui s'allumera un cigare à Madrid maintenant? Parce que samedi, c'est l'autre finale toute anglaise du côté de l'Europe. C'était le cas en Ligue Europa, mais même chose pour la Ligue des Champions où Liverpool et Tottenham s'affronteront à Madrid. Compliqué celle-là. Tu t'attends à quel genre de rencontre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est sûr qu'à priori, on peut présumer, et là, on fait attention, on peut présumer qu'au niveau du rythme, ça va être fou. Ouais. Parce que ce sont deux équipes qui s'expriment le mieux lorsqu'elles rentrent vraiment à fond, que ça va bien en tête. À quoi s'attendre? Beaucoup de rythme, possiblement du fait que ces deux équipes-là ont quand même des caractères qui se ressemblent un petit peu. Un match où l'une des choses importantes va être de limiter le déchet technique. Je pense qu'on risque d'avoir beaucoup de ballons. Ouais, parce que ces deux équipes qui, en contre-attaque, peuvent te faire vraiment mal. C'est ça. Un ballon égaré au milieu de terrain, puis ça peut être terminé. C'est ça. Donc, être capable de tenir un peu plus le ballon que l'autre, ce sera un bon pas. Ensuite, oui, je lisais aujourd'hui un article de Jonathan Wilson qui dit que ça se jouera beaucoup sur les ailes avec les latéraux et des profils latéraux qui sont très particuliers. Je pense avant tout peut-être d'abord regarder comment ça va se passer au milieu. Parce que c'est vraiment là que Liverpool gagne ses matchs. Oui, il y a le soutien sur les côtés de Robertson et Alexander-Arnold, mais c'est parce qu'il y a ce rock super dur au milieu de terrain qui permet la pression, qui permet la récupération des ballons, d'ouvrir le jeu. Donc je pense que c'est avant tout au milieu de terrain que ça va être tendu. Quels sont les arguments que Tottenham peut avoir? Il y aura probablement un de Dyer ou Winks. Sissoko devrait être là. Il devrait y avoir un joueur un peu plus technique, disons, genre Dele Alli ou Eriksen derrière. L'autre question, c'est Harry Kane, bien sûr. Ben ouais. S'il est là, ça amène, pas force, mais ça amène Tottenham à jouer différemment. Et puis ensuite, des inconnus, le Firmino à Liverpool, Son Heung-min à Tottenham. Autant de joueurs qui peuvent te changer un match. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on peut se mettre quelques instants dans la peau des deux coachs, que ce soit Jürgen Klopp avec Liverpool ou Mauricio Pochettino avec Tottenham, avec tous ces impondérables, les inconnus, puis aussi la nature de la rencontre qui reste elle aussi inconnue. Tu te dis comment je prépare ce match-là? C'est sûr qu'on va revenir vers le cliché de on se concentre sur ce qu'on contrôle, sur notre façon de faire, mais tu essayes aussi d'anticiper ce qu'il va y avoir en face. Et avec toutes les possibilités de personnel dans le 11 de départ, dans une équipe comme pour l'autre, c'est vraiment complexe de préparer ce match-là. Et tu rajoutes un niveau au casse-tête qui est le fait qu'ils se connaissent trop bien. C'est vrai. Ils se connaissent trop bien et après, est-ce que ça va être une question de double, de voir double les négatif, coups à l'avance? Tu essaies d'anticiper quelque chose qui ne se pointe pas, puis tu perds quelque chose d'autre. Parce que, effectivement, oui, maintenant, tout le monde connaît tout le monde, mais à partir du moment où tu joues dans le même championnat, c'est pas pareil. Tu sais parfaitement, non seulement ça, quoi t'attendre de l'adversaire, ce qu'il ne va pas te proposer. Non, je pense que là, il y a un degré de connaissance qui est gigantesque. Pendant ce temps-là, il y a certains clubs qui, eux, préparent pas une finale de Ligue des Champions, mais préparent l'an prochain. Petite question rapide pour toi avant de passer à notre segment à domicile. Qu'est-ce qui t'allume le plus? Juninho, qui revient à Lyon comme directeur sportif, ou André Villas-Boas, qui devient entraîneur à Marseille? C'est intéressant. Juninho, parce qu'il est venu un petit peu... on parlait depuis un bout de temps du remplacement de Genesio, ou de son maintien d'ailleurs, parce qu'il a jusqu'au dernier mois, on ne savait pas exactement jusqu'où Jean-Michel Aulas allait pencher. Dans quel sens il allait pencher. Dans tous les candidats dont on a entendu parler, c'est vrai que Juninho n'était pas là.
Juninho, par contre, il correspond au profil. Il a joué au profil recherché par Olas. Il a joué longtemps. Il connaît bien la maison. T'as beau être brésilien, mais 8 ans au club pour un gars qui a été là à la plus belle époque du club aussi, qui a joué un rôle majeur pour cette époque-là. C'est un gars qui connaît la maison. C'est ça. Et avec Silvinho, directeur sportif, parce que c'est aussi une volonté de rallumer ce qui avait été une des forces de Lyon à l'époque, qui est la filière brésilienne. Et la filière, c'était vraiment du personnel là-bas sur place, capable de dépister et d'aller chercher des joueurs qui ne sont peut-être pas ceux qu'on va nous présenter. C'est vrai. Du Brésil, qu'on nous présente ici ou en Europe en disant « Oh, un tel, c'est tel talent », mais des gars qui sont sur place et qui vont dire « Ouais, mais un tel, là, le petit qu'on ne connaît pas trop bien, lui, il a de Pour deux raisons, parce qu'on sait exactement ce qu'on cherche, de un, et de deux, quand tu fais ça, ça coûte moins cher que celui qu'on coûte pas mal moins cher. Mais c'est comme ça que Juninho est arrivé, hein, en partie. Donc, je pense que c'est un projet très, très intéressant qui devrait permettre théoriquement à Lyon disons, réduire l'écart qu'il peut y avoir s'ils se sont capables d'activer justement ce système-là. Avec le PSG. De s'installer derrière Paris. Parce qu'il a, ce qui est nécessaire en France actuellement, c'est qu'il y ait une équipe durable qui soit capable de rivaliser à long terme avec Paris. À court terme, c'est pas possible. Alors, on a cru Monaco, mais Monaco a explosé en plein vol l'année dernière. On voit que c'est pas durable non plus. Alors, il y a Lyon. Maintenant, l'autre côté du projet, c'est Marseille. De la proposition, c'est Marseille. Villas-Boas, ça amène le côté sérieux, le côté... Qu'est-ce que tu es en train de dire de Marseille, là, Jean Gounel? Non, c'est que les essais qui ont été faits avec la nouvelle direction là, depuis 3 ans n'ont pas été concluants et qui ne correspondent pas non plus au projet annoncé, qui était de ramener Marseille au sommet, gagner des titres, etc. Or, et c'est un univers particulier à négocier, naviguer Marseille. Ça me fait un peu penser à Newcastle en Angleterre. Ouais, c'est totalement ça. C'est totalement ça, effectivement, avec des partisans qui sont le pouls vraiment du club continuellement, que ça aille bien, que ça aille mal, qui sont extrêmement exigeants. Et c'est vrai que sur les dernières années, il y a eu une finale d'Europa. Il ne faut pas négliger, mais qui va rester un petit peu comme une exception dans un ensemble qui est relativement décevant. En tout cas, on n'a pas vu Marseille franchir un palier alors que c'était attendu. Je pense qu'avec Villas-Boas, ça pourrait se faire parce que c'est quelqu'un d'assez donc rigoureux, on va dire, qui se tient au courant de pas mal de choses qui se font, qui a amené de nouvelles idées, en particulier à Porto et de Porto vers l'extérieur. Son passage à Chelsea n'avait pas été exceptionnel parce qu'il était parti assez tôt, même pas une saison, mais dans des conditions un petit peu particulières parce que c'est pas un club comme les autres non plus. Non, absolument. C'est pas la grosse patience à Stamford Bridge. Tout de suite une demande de résultats vraiment intense. Je pense qu'il peut avoir cette latitude-là à Marseille. Donc, celui qui te fait le plus triper. J'aimerais bien voir ce que ça va donner avec Juninho. Avec Juninho, d'accord, c'est tranché. À domicile, maintenant, l'Impact de Montréal, mercredi soir, qui jouait à domicile une victoire de 2-1 pour les troupes de Rémi Garde. C'était face au Real Salt Lake. Et après la débandade du week-end dernier, une lourde défaite sur le terrain du LAFC par la marque de 4-2, Rémi Garde avait demandé à ses défenseurs latéraux de contribuer davantage dans les couloirs d'un point de vue offensif. Quand on regarde Bakary Sagna, qui était à son poste de défenseur latéral droit mercredi au Stade Saputo, de toute évidence, le message est passé. Il était en jambes. Ça, il était en jambes. Mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu. On a beaucoup vu l'Impact, justement, développer du jeu très profond de ce côté-là, qu'on voyait pas toujours, et pas simplement cette année, mais dans le passé, avec une équipe qui avait tendance très souvent en fait, on voyait rarement ça. Très rarement. Ça se passait sur le côté gauche avec Nacho Piatti, mais c'était davantage en raison de Piatti lui-même qui joue tellement haut que là, le défenseur latéral derrière lui n'a pas le choix d'accompagner. Mais là, de voir un Sagna qui passe devant Omar Brownie, tu dis, ça fait vraiment partie du plan de match. Ça n'arrive pas par accident en fonction de ce que Piatti a comme inspiration. Du tout.
Du tout, et c'était intéressant parce que, bon, on va revenir sur Sagna, mais après la défaite est assez nette quand même à Los Angeles, Ouais. on pouvait se dire, attention, on va pas prendre trop de risques, on va gérer un peu plus, alors qu'en fait, il y avait une volonté d'aller vers l'avant, et en particulier sur ce match contre Salt Lake, la première période a été intéressante à ce niveau-là. Et ce qu'on constate aussi, c'est que Bakary Sagna est là pour son expérience. Il a une feuille de route exceptionnelle, mais sa job, c'est pas de coacher les jeunes. Ça, c'est supposé venir en boni. Alors que depuis le début de la campagne, quand on voyait Zachary Brault-Guillard prendre la place de Bakary Sagna, notre constat, c'était, ben tu sais quoi? Il n'y a pas une grande différence entre les deux. Et pourtant, en termes de feuille de route et en termes de salaire donné à ces deux joueurs-là, il y a une très grosse différence. Et là, cette marge-là, pour moi, a été justifiée avec la performance de Bakary Sagna, parce que tu pourrais demander à un Zachary Brault-Guillard de faire la même chose. Pas l'impression que le résultat serait exactement le même. Il aura les jambes. Exact. Il aura les jambes, il aura. Mais il faut que tu choisisses tes moments. C'est exactement ça. Je crois que ce qui était marquant dans la performance de Sagna, de ce qu'on a vu de lui hier, c'est la capacité à choisir ses moments. Hein. Et, ça n'a jamais été fait n'importe comment. Il n'a pas décidé, aujourd'hui, je vais me faire 200 sprints. Non, il a bien choisi ses moments, accompagnant les moments plus forts de l'équipe. Ça a toujours été à bon escient. Et c'est là où on peut dire oui. Il peut avoir ce rôle d'apprendre quelque chose à un jeune joueur. Regarde, gère bien tes moments, apprends à choisir le moment où tu vas pouvoir te lâcher, où tu vas pouvoir partir. Essaie de bien lire la situation qui va te permettre de le faire. Ça, je pense que ça, c'est un apport vraiment concret qu'un joueur peut amener à un club. Zachary Brault-Guillard, qui est quand même entré en cours de match en fin de rencontre, en fait, pas comme défenseur latéral droit, comme ailier droit. C'est même retrouvé en échappé face à un gardien, et ça a paru le temps d'une action que Zachary Brault-Guillard n'est pas habitué de se retrouver dans cette position-là. Un autre qui n'est pas habitué de se retrouver dans la position où il était mercredi, c'est Zakaria Diallo, qui pour la première fois de la saison a été écarté du 11 de départ. Peut-être un message envoyé par Rémi Garde qui n'était pas satisfait de l'engagement vendredi dernier. Qu'est-ce que tu constates? Est-ce qu'on est en train de pas remettre en cause la présence de Diallo dans l'équipe, mais est-ce qu'on est en train de chercher quelque chose de plus efficace comme utilisation pour la défense centrale au sens large? Est-ce qu'on va devoir chercher une nouvelle vocation à la défense ou à la part de Zakaria Diallo? Je ne sais pas. Je pense que la première chose, c'était de constater qu'avec les 3 matchs qui s'en viennent très rapidement et en succession, je pense qu'il faisait partie des joueurs qui avaient besoin de souffler un petit peu. Et sachant que le dernier match était, oui, sur la route, mais dans l'Ouest. Oui, c'est ça. C'est un long voyage. C'est ça, exactement. Donc là, je pense qu'il y a besoin un petit peu de faire tourner. Ça a été un petit peu vendredi dernier, un peu hier. Je pense que là, on arrive dans une phase là, avant une trêve qui va correspondre avec la Gold Cup. On arrive dans une phase où il va falloir utiliser l'effectif au maximum. Dans le cas de Diallo, c'est bien aussi, je pense, de regarder exactement les options qui s'offrent à Rémi Garde. Parce que la fois où il ne l'a pas aligné parce qu'il était suspendu, ça s'est très mal passé. C'est vrai. Ça s'est très très mal passé à Kansas City. Donc il faut pas dire c'est fini, on ne peut plus rien faire. Non, c'est clair. Donc, de toute façon, il y a une qualité balle au pied qui est non négligeable et qui apporte beaucoup à la défense en termes de relance. C'est sûr, mais il faut être capable de trouver une option, ou en tout cas une solution, au cas où il n'est pas là. Et je pense que là, il est important aussi pour Rémi Garde de tester un peu, sachant que la fois où ça s'est passé, ça s'est très mal passé. Donc il faut évoluer un petit peu et se dire, attends, on oublie ça, mais on essaye quand même de regarder ce qu'on est capable de faire. On n'arrête pas de se demander qui va prendre la place de Samuel Piette. On en a eu un aperçu vendredi dernier, ça n'a pas été concluant. Piette qui était suspendu à Los Angeles, on s'est pris 4 buts, dont 2 qui sont passés plein axe, exactement où Piette se trouve d'habitude. Est-ce que la solution se trouve au milieu de terrain? Parce qu'on n'a personne. On s'entend, on n'a personne qui peut
poste pour poste, prendre Non. exactement les mêmes assignations que Samuel Piette avec un profil qui lui ressemble. Là, il faut trouver une alternative. Est-ce que ça passe par un milieu de terrain ou peut-être l'utilisation d'un gars qui a l'habitude justement de jouer en défense centrale parce qu'il y en a de la profondeur à ce poste-là pour Rémi Garde qui pourrait, lui, jouer d'un cran plus haut et peut-être prendre la place de Samuel Piette plutôt que de convertir un milieu de terrain au poste de Piette? Ben oui, c'est une discussion qu'on avait un peu plus tôt. Il me semble que est-ce que Diallo pourrait remplir ce rôle? Sachant que ce serait un dépannage, que ce serait une pige, disons. Ouais, tu ne pars pas sur un contrat de 4 ans à lui dire tu joues là. Non, mais c'est un gars qui est vraiment à l'aise avec le ballon, qui regarde bien, qui lève bien la tête, qui voit bien ce qui se passe, qui physiquement est présent, il n'y a pas de problème. Victor Cabrera? Ouais. Tu me dis ça, là, parce que Zakaria Diallo, évidemment, la question qui me vient en tête, si on était pour le faire jouer là, est-ce que dans les petits périmètres, quand il faut se déplacer rapidement, il est capable de bouger assez vite? Alors, l'autre chose qu'il faudrait voir, et je pense que ce dont il est capable de faire, c'est la mobilité. Parce que tu as vraiment besoin de quelqu'un qui est extrêmement mobile, qui est capable d'anticiper un mouvement, qui est capable de voir tout de suite ce qui va passer. Et ça, je pense qu'il a ce bagage-là, Diallo. Puis en relance, c'est solide. C'est extrêmement solide, absolument. Je peux pas croire que je viens de te suggérer Victor Cabrera comme milieu défensif pour l'Impact de Montréal en l'absence de Samuel Piette. Comme quoi, être créatif, des fois, ça vient en vague comme ça. Je sais pas si c'est positif ou pas. On va se reposer un petit peu parce qu'on a un long mois de juin, lui. Oui, tu as raison. C'est une idée comme un autre. Parlant de long mois de juin, on va suivre avec attention les dames du Canada qui seront en France. Le Canada qui a joué son dernier match de préparation, c'était vendredi dernier. Une marque de 0-0 contre l'Espagne, ce qui veut dire qu'on est toujours invaincu en 2019 à l'approche du grand tournoi. Oui, et bon, 0-0 contre l'Espagne, quoi? Mais je trouve que c'est un bon résultat. Ouais. Je trouve que c'est un bon résultat parce que l'Espagne est une des nations émergentes. Parce qu'elle est capable de créer des surprises. Elle a eu de très bons résultats chez les jeunes récemment. Et je pense que c'est quelque chose auquel j'aurais plus tendance à me fier que chez les hommes. Chez les jeunes, je pense que c'est une assez bonne indication de ce qu'une équipe est capable. D'abord parce qu'elle progresse généralement de façon assez compacte. Et d'autre part, parce qu'il n'y a pas le même écrémage qui se fait des U20 avant U20 et après, si tu veux, chez les hommes. Là, quand tu arrives à un niveau U20 féminin, où les Espagnols ont été brillantes, c'est la marque que toutes ces joueuses-là, quasiment toutes, vont franchir le palier, vont franchir le pas. Alors, je pense que les résultats jeunes au niveau féminin sont une bonne indication de ce qu'une équipe est capable de devenir sur les années à venir. Donc l'Espagne est une équipe qui est en ascendance, qui se base maintenant sur deux clubs qui sont parmi les meilleurs d'Europe, Atlético et Barcelone. Barcelone était en finale de la Ligue des Champions la semaine dernière. Je pense que c'est un 0-0 en tentant des choses, parce que là, on a pu voir Sophie Schmidt en latéral, on a pu voir Ashley Lawrence en milieu à gauche. Donc, on a une joueuse qui est capable, Lawrence, elle me fascine par moment, parce qu'elle est capable de jouer des deux côtés, de jouer derrière, de jouer au milieu, tu peux me l'amener devant. Je pense qu'il y a cette versatilité. On a parlé de Schmidt aussi, qui peut reculer maintenant dans un rôle plus défensif aussi, qui correspond à son expérience, on va dire, et peut-être qu'elle ne peut plus non plus tenir toute une compétition à un poste qui est très, très exigeant au milieu. Donc, il y a cette versatilité qui est, je pense, un atout très intéressant pour les Canadiennes. Avant d'accueillir Sydney Faux, Jean, je veux t'entendre sur la présence ou l'absence, tu peux prendre ça du bord que tu veux, de Québécoises dans l'équipe. Il y en a une, c'est Gabrielle Carle. À la Coupe du monde ici au Canada en 2015, il y en avait 3 dans l'équipe. Au dernier JO, il y en avait 2. Et là, on descend à une seule joueuse de la grande province de Québec. Puis oui, je dis grande parce qu'en termes de membership, en termes de licence, on a énormément de joueuses. On se retrouve avec 14 joueuses de l'Ontario, 5, si je ne me trompe pas, de la Colombie-Britannique. Tu as une américaine, une de l'Alberta, une du Manitoba. Se comparer en nombre aux joueuses du Manitoba, là, il y a un constat d'échec monumental ici, non?
Ouais, je pense que c'est la question qu'il faut poser. Est-ce que c'est un constat d'échec? Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène assez large ou au contraire d'un épiphénomène? Parce que là, ce serait un petit peu moins grave. Et là, on en est vraiment à parler d'hypothèse. Hein. Je pense qu'aucun n'a vraiment la réponse. Est-ce que c'est une question de formation? Sur la source du problème, on n'a pas de réponse. Non. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on n'a pas, derrière Gabrielle Carle, par exemple, 3 ou 4 Québécoises qui cognent à la porte. Si c'était le cas, tu te dis, bon, on est un peu à court, mais on est à peu près dans le coup. Ouais. Là, tu as Gabrielle Carle, tu as certaines joueuses qui ont fait partie des équipes de jeunes, mais vraiment, là, en train de pousser fort pour faire la dernière liste, t'en as pas. Non. Alors, ça, c'est probablement un des éléments de la réponse. Attention, parce que là, surtout dans un système où quand John Holman est arrivé, un des premiers constats qu'il a fait, c'est de dire, regarde, on a des très bonnes joueuses qui sont sur la fin de la vingtaine, on a une assez bonne relève, on n'a pas grand-chose devant, il faut qu'on pousse rapidement les plus jeunes pour qu'on ait, dans quelques années, une génération de 25, 26 ans qui soit top. On est à peu près là. Et on est à peu près là. Mais par contre, derrière, là, c'est vrai que on sent qu'il y a un trou. Et on le sent, alors on le sent ici, au Québec. On le sent, je pense aussi, peut-être au niveau national. Oui, il y a des joueuses, et on va le voir dans la sélection, Heitma, bien sûr, qui sont déjà au sommet alors qu'elles ont à peine 20 ans ou même pas 20 ans. Mais d'une façon générale, est-ce qu'on a ce fond un petit peu justement qui tape à la porte, comme tu dis derrière? Je ne suis pas persuadé. Alors, est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce que c'est un problème d'accès pour les joueuses de franchir le palier supplémentaire au niveau universitaire, au niveau développement dans un environnement sportif haut niveau? Je ne sais pas. Ce sont des questions qu'on pourrait poser. Moi, je te dis, ça m'inquiète parce que j'ai l'impression que le Québec est en train de devenir au Canada ce que le Canada est en train de devenir sur le reste de la planète. Pendant que ça s'améliore ailleurs, ben nous, on s'améliore tranquillement. On ne fait pas du surplace, on n'est pas à reculons, mais on n'est certainement pas à vitesse grand V dans la progression. Non, c'est vrai. Je le sais que tu te gardes quelques réserves, là, mais moi, je te le dis, je suis déçu, puis ça m'inquiète pas mal. J'espère être rassuré, au cours des prochaines années, qu'on voit un paquet de filles de la belle province qui cognent à la porte de l'équipe nationale et que Kenneth Heiner-Moller soit en train de dire, tiens, on va échanger une coupe d'Ontarienne pour des Québécoises, puis on ne perdra pas, parce que c'est pas de la charité quand même, on ne perdra pas de niveau de jeu. Ce serait un souhait de ma part. Je ne te mettrai pas dans ce bateau-là, mais de ma part. Jean, merci. Toujours un plaisir. Je vais te laisser aller travailler sur quoi? Sur la Copa América, sur la Coupe du monde des dames, sur la Gold Cup. Tu peux choisir. Mais d'ici la semaine prochaine, là, je pense que tu as du boulot à faire en masse. Donc, qui pensait aller à la plage. Ah, ben ça, tu peux, mais tu as peut-être 2-3 jours pour le faire. Après ça, c'est le gros boulot qui commence. Jean, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Merci bien. Merci à Jean, donc, et c'est Sydney Fowell qui me joindra au cours des prochains instants. Le temps de vous rappeler qu'en ce moment, sur les ondes de RDS, ben, c'est la Coupe du monde des moins de 20 ans en direct de Pologne qui se poursuit avec la phase de groupe qui va se terminer vendredi. On enchaînera par la suite avec la ronde des 16. Et la semaine prochaine, 7 juin, Coupe du monde des dames en direct de France qui débutera sur nos ondes, alors que le 15 juin, ce sera la Gold Cup. Et on vous l'a dit en début d'émission, le 14 sur RDS en direct, disponible pour vous sur le web. Ce sera les 26 matchs disputés du côté de l'Amérique du Sud avec la Copa América. Sydney Fowell, comment ça va? Très bien, Olivier. Très bien. Passez une bonne semaine? Oui, très agréable. Très heureux d'avoir été en mesure c'était pas prévu, mais de partager la finale de Ligue Europa avec toi dans un établissement de Montréal hier. Divertissant à l'écran, mais surtout divertissant autour de nous avec quelques petits paris. On salue notre collègue d'ailleurs, Noel Butler de TSN 690, qui avait hâte que ça se termine ce match-là. Même si c'était confortable pour Chelsea, on s'entend que Noel avait besoin de regarder son pouls pour s'assurer que la pression était normale. Très, très belle ambiance. On va enchaîner parce qu'on a eu plusieurs questions, Sydney, au cours des dernières heures. Allons-y pour nos sujets chauds avec d'abord une question de Mathieu qui nous demande, pour la finale de Ligue des champions qui aura lieu, on le répète, à Madrid samedi après-midi pour l'heure du Québec à 15h, est-ce qu'il faut s'attendre à un match fermé avec deux équipes qui se connaissent très bien, un peu comme ça a été le cas pendant la première mi-temps
partant du match de Ligue Europa hier. Tout à fait. Les enjeux sont toujours très crispants dans le cadre d'une finale. Et puis, effectivement, ce sont deux adversaires qui se connaissent par cœur. Simplement, pour rebondir sur ce que disait Jean, c'est contre nature pour et Liverpool et Tottenham de ne pas être à fond les mécaniques à 200 à l'heure. Tu vois pas ces deux équipes-là jouer un match cérébral? Non, je vois. En tout cas, dans les intentions. Après, est-ce que ce sera converti sous forme de but qui nous fera dire que c'était une finale explosive, spectaculaire? Ça, on le verra. Mais dans les intentions et dans le style de jeu, c'est pas des équipes qui aiment avoir très longtemps le ballon et c'est des équipes qui, lorsqu'ils ne l'ont pas, aiment le récupérer très rapidement. Donc, forcément, c'est une finale qui sera très active. J'ai un peu regardé les deux matchs de Première Ligue, c'était 2-1, 2-1. Donc on peut dire, bon, 3 buts, la moyenne au foot. Mais à chaque fois, c'était 15 tirs à 17. Et puis, par rapport à ça, on voit que c'est des équipes qui vont attaquer à fond, dont le profil des joueurs et même tout simplement le profil collectif de ces équipes-là, forcément les pousse à ça. Et puis, il n'y a pas nécessairement, même si Liverpool est peut-être un peu plus favori, Tottenham n'est pas en position d'underdogs non plus. Et ils vont aller chercher peut-être le seul titre pour la vitrine de Tottenham qui est assez vide. Ça fait 1 an déjà. On a arrêté d'en parler depuis plusieurs mois parce qu'on le prend quasiment pour acquis, même si c'est sa première campagne seulement dans les buts de Liverpool. Mais Loris Karius, c'était l'année passée en finale de Ligue des Champions. Performance catastrophique de sa part. Bon, il y a eu le coup à la tête, j'en conviens, mais ça avait marqué au fer rouge Liverpool. On avait tout de suite pris la décision d'aller chercher quelqu'un. Oui. Alisson Becker s'est pointé, a fait un travail exceptionnel, puis lui, c'est peut-être un facteur X pour ce match-là face à Tottenham. Tout à fait, tout à fait. Et puis un autre facteur X, c'était l'absence de Salah, qui est rapidement blessé par Ramos. Mais là, on a vu avec le 4-0 contre Barcelone que cette équipe-là est transformée collectivement. Elle n'est plus l'équipe d'un homme où l'an passé, on était dans une espèce de campagne vers le Ballon d'Or pour Salah et même avec l'Égypte et tout. Mais là, on a une équipe qui va au-delà d'une individualité et qui imprime un rythme incroyable de jeu. Donc je crois que défensivement, et puis Van Dijk et Matip c'est assez extraordinaire. Donc c'est une autre équipe, c'est complètement une autre équipe, mais en face, Tottenham a les ressources pour aller les déranger et peut-être même la recette grâce à l'expérience en Première Ligue. Tu dis que Tottenham n'est pas underdog. Moi, je ne vais pas m'obstiner avec toi, mais je vais te dire que Liverpool est favori. Je ne sais pas si c'est le contraire. Ils ont plus à perdre. Et surtout, tu sais quoi? Parce que c'est tellement un bon exemple que tu donnes avec Salah. On a appris de cette finale-là l'année passée. J'en suis convaincu, alors que pour Tottenham, ça va être du nouveau. Je pense que ça pourrait être plus difficile à négocier comme match avec énormément de pression. Un match à Madrid où l'ambiance va être exceptionnelle. Pour cette raison-là, Tottenham n'est pas underdog. Liverpool est favori, par contre. Il y a le Dr Foot qui nous amène du côté de l'Impact maintenant et qui nous dit une rechute de Nacho Piatti. Est-il fini pour la saison? Puis là, c'est une question intéressante parce qu'on a eu cette discussion-là, toi et moi, hier pendant la finale de Ligue Europa. Justement, où tu m'as fait ouvrir les yeux sur la situation de Piatti. Ouais, ouvrir ou les fermer pour te coucher en petite boule en dessous de la table parce que c'était pas super encourageant, mon affaire. Non, mais et c'est vrai que l'Impact arrive à mi-saison. Là, il reste officiellement 16 matchs, dont 2 qui seront passés d'ici quelques jours. On peut en ajouter 2 minimalement avec le championnat canadien. Mais on a eu ce débat sur est-ce qu'il fera 10 matchs ou pas. Chose qu'au début, j'ai dit, mais non, mais oui, il fera les 10 matchs, etc. Mais en y réfléchissant bien, peut-être qu'effectivement, c'est beaucoup plus grave qu'on le croit. Cette rechute-là, au même endroit, c'est pas une rechute dans un muscle qui compense ou ailleurs, au même endroit, à 34 ans pour un joueur, comme tu me disais hier, qui n'a pas un historique de blessure. Oui, c'est inquiétant. Et oui, je pense que l'Impact doit tout de suite se demander est-ce qu'on arrivait à la dernière année avec Nacho? Ça, je pense que c'est oui. Déjà en partant, à 4,7 millions, penser à refaire ça l'année prochaine, moi, je pense que ce serait une erreur monumentale. Si c'était pour mal virer l'année prochaine alors qu'on a reconduit son contrat pour l'année d'option, toute la faute est sur le club. Mais on s'entend que dans ce scénario-là, le remplaçant de Piatti... Les remplaçants, j'aime l'approche, vont pas être trouvés nécessairement au mercato d'hiver. Et donc à ce moment-là, l'Impact doit dès aujourd'hui, comme dans le mercato d'été à venir, penser à ces options-là parce que Piatti... Ou attendre à 2020, à l'été 2020. Oui. Je te l'ai dit, je suis pas super encourageant avec ce dossier-là, mais c'est la réalité parce que si tu le fais pas tout de suite, ben là, tu es dans le trouble. Et avec un Nacho Piatti, tu sais quoi? Moi, ce qui m'inquiète au plus haut point depuis le début de cette blessure-là, c'est qu'on nous a jamais dit il ne sera pas là pendant 3 semaines. Oui. C'est toujours le prochain match. On va voir. Il y a des tests. Et quand c'est ça, c'est que tu es tout prêt
mais en même temps, tu es souvent très loin de revenir. Et souviens-toi, la semaine dernière, on se disait, si Piatti est là dès le départ face au LAFC, est-ce qu'il y a un risque de rechute? Notre réponse était oui. De toute évidence, on n'était pas dans le champ parce que c'est ce qui est arrivé. Là, on nous parle encore des tests qui ont été faits lundi. Il a raté le match d'hier, manquera probablement le match de samedi. Orlando, puis Seattle. Et puis, avec le recul, c'est vrai que c'est toujours facile de dire ça après coup, mais elle paraît mal, cette titularisation de Piatti à Los Angeles. Dans le discours de tous les joueurs, ils ne pensaient rien prendre à Los Angeles. Donc pourquoi lui mettre en 60 minutes à Piatti alors qu'on a enchaîné sur 3 matchs à domicile, le voyage en Californie? C'est vrai que voilà, c'est facile de dire ça après coup, mais bon, l'Impact va bien profiter de la pause à venir pour espérer que Piatti, dont les examens dont on n'a pas encore les résultats, nous permettent d'espérer le mieux pour l'Argentin. Pépé Nollet, très poli, Pépé, nous dit d'abord « Salut ». Selon vous, quelles sont les potentielles solutions pour remplacer Urruti? C'est clairement pas un striker. Je le vois en milieu offensif, en support d'un vrai striker. Mais ce serait qui, cet attaquant-là? Là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'est pas en train de se demander comment mieux entourer l'attaque, l'attaquant, relancer l'attaque. On est en train de dire, là, Urruti, ça marche tout simplement pas. Et avec, je pense que ça va avoir marqué l'imaginaire d'à peu près tous les supporters de l'Impact en fin de match mercredi, seul dans la surface de réparation, un tir qui est redescendu avec de la neige dessus parce que ça a touché le haut du mât du stade, puis c'est peut-être encore pris en haut. Ça marche pas, Urruti. Dans ce système-là, moi, j'y crois peut-être. La seule affaire que je serais prêt à acheter pour donner quelques matchs d'essai, ce serait quelqu'un en arrière de lui. Parce que à Dallas, tu avais un Mauro Diaz qui était là comme milieu offensif, qui lui enlevait peut-être un peu de pression, qui le permettait de jouer plus haut. Mais dans le système actuel, ça marche pas, Sid. Ça marche pas si son but premier est de marquer. Effectivement, ça marche pas. J'ai l'impression que pour Rémi Garde, Urruti a une toute autre fonction qui est simplement comme de faire le plus gros abattage de terrain dans le premier tiers et de courir. Et effectivement, je n'étais pas très surpris en fin de course que son ballon se retrouve en 132. Urruti, c'est une personne qui peut-être compense le manque de travail défensif des autres ailiers, mais je ne crois pas nécessairement que Rémi Garde pose le même constat que nous sur la production d'Urruti et qu'on n'est pas dans du 1 pour 1 pour Urruti. Si on a une équipe de l'Impact qui est capable de maintenir le même type d'animation offensive qu'on a vu contre Real Salt Lake, que j'ai trouvé vraiment intéressant de tous les côtés et avec des joueurs qui... T'as trouvé ça bien? Moi, j'ai trouvé qu'il a manqué de fond de jeu. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qui t'a plu? Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a beaucoup plus de déplacements sans ballon. Alors, comme ça, c'est vrai. Ce qui manque... Mais le retour de Piatti est aussi un souci qui explique cela. Je trouve que l'Impact fait beaucoup plus circuler le ballon et bouge beaucoup plus quand il n'y a pas Piatti. Ça, c'est clair. Et je crois que peut-être qu'à partir de là, dans ce scénario-là, Urruti est peut-être plus utile qu'un Okonkwo qui a un tout droit comme dans le profil de jeu qui, oui, il est explosif, mais quand même assez unidimensionnel. Donc, je ne crois pas que Rémi Garde se pose la question, il pourrait se la poser, on a déjà discuté de ça, mais je ne pense pas qu'il se pose la question pour Urruti. Plus de déplacements, je suis d'accord avec toi, puis c'est peut-être ce qui fait en sorte qu'on a moins de chimie, parce qu'à un moment donné, quand tout le monde essaye de bouger, ben, tu as besoin d'être capable de savoir où les gars sont en train de se déplacer. C'est peut-être là où ton constat et le mien vont possiblement dans la même direction. Là, ce serait le fun que les deux choses s'arriment, par contre, parce que les ballons perdus, il y en a eu beaucoup trop, particulièrement entre Urruti et les milieux qui essayent de le trouver. Et Safir Taider particulièrement. Exactement. Il y en a eu une ou deux avec Lovitz également. Je ne sais pas si c'est les appels qui ne sont pas faits au bon endroit ou les ballons qui sont donnés à la mauvaise place, mais le résultat final est le même. On a de la difficulté à s'introduire en tiers offensif quand c'est pas avec les défenseurs latéraux ou Omar Brownie, puis il faut régler ça au plus vite. C'est certain que Urruti est très difficile à lire. Au niveau des appels, je trouve ça très pertinent ce que tu dis. Il est très difficile de savoir qu'est-ce qu'il veut, où il veut le ballon. Après, le nombre de fois cette année où Urruti va à gauche, bang! Tu as un ballon à droite. Exact. C'est pas des pieds de céleri qui font ça, c'est Safir Taider qui est capable de lire des courses. C'est ça. Donc, je l'ai remarqué aussi hier particulièrement. Il court beaucoup d'ébauches d'énergie, mais on ne sait jamais s'il est dans l'appel, le contre-appel, et effectivement, ça crée des situations de déchets techniques. Comment trouvez-vous les performances de Daniel Lovitz depuis le début de la saison? Je le trouve nonchalant en possession du ballon et peu impliqué
défensivement. Bref, JF Perreault n'est pas un fan. Ben, ça a mis 16 matchs à s'en rendre compte. Donc on parle enfin des performances de Lovitz, qui est l'une des plus grosses déceptions de l'année. Qu'est-ce qu'il vous a fait, Daniel Lovitz? Il gagne 80 000 et des poussières. Saphir Taider par rapport à Daniel Lovitz. Oui, mais Taider, on en parle, c'est quand même un sujet de discussion, mais Daniel Lovitz qui peut-être aurait joué par-dessus la tête à la saison précédente. Qui... Es-tu si mauvais que ça en ce moment? Moi, je le vois pas si mauvais que ça. Moi, je trouve qu'il souffre, lui, individuellement, souffre énormément de l'absence de Piatti, qui, parce qu'il était capable de monopoliser l'attention de plusieurs joueurs, le faisait bien paraître sur son couloir. Parce que je trouve que Lovitz est loin du rendement de l'an passé. Après, ça me dérange un petit peu les discussions qui sont contractuelles, salariales. Est-ce que le fait qu'il soit appelé dans l'équipe d'États-Unis change un petit peu sa vision, son ego et autres? Ça, je ne le sais pas. Mais en termes de performance pure, dure, ce que je vois, c'est en dessous et c'est même insuffisant de toute façon pour Daniel Lovitz. 80 quelques mille. 80 quelques mille. Oui, moi, bon, ça me fait halluciner. C'est comme ceux qui sont en train de parler de Samuel Piette qui n'est pas capable de jouer en Ligue 1 française. Le gars, il gagne 100 combien? En bas de 200 000. Samuel devrait gagner beaucoup plus. Il fait le travail pour 500, peut-être, mais tiens, 1 million avec le marketing parce que c'est le porte-parole de tous les porte-paroles, juste en arrière de Patrice Bernier. Mais Patrice, lui, il n'a pas besoin d'être sur le terrain. Fait qu'il est capable de trouver un petit peu plus de temps. Hey! On frappe sur ceux qui ne gagnent pas grand-chose dans cette équipe-là. Je comprends pas. On frappait sur Evan Bush avant, puis tout d'un coup, on lui a donné de l'argent. On ne tape pas dessus. Tiens, on devrait augmenter le salaire de Daniel Lovitz, augmenter le salaire de Samuel Piette, puis on va arrêter de chialer. Ça va être terminé. JF, j'espère que ça répond à ta question. Il y a Fred maintenant qui nous demande quelle équipe canadienne ira le plus loin cet été entre les femmes à la Coupe du monde en France et les hommes à la Gold Cup? Ça, c'est intéressant comme question. Oui, c'est vraiment une excellente question qui m'a fait beaucoup réfléchir. L'équipe canadienne féminine est meilleure proportionnellement par rapport à son talent, enfin par rapport à ses concurrents, est meilleure que l'équipe masculine. Maintenant, mais c'est la Coupe du monde versus la Gold Cup aussi. Exactement. Maintenant, ils ont plus de compétition. Envoie le Canada masculin à la Coupe du monde demain matin. Là, je te confirme qu'on va y répondre vite à cette question-là. La réponse aurait été beaucoup plus rapide. Mais le Canada, le programme féminin a un tour de plus à jouer. J'ai fait mon bracket tantôt. Moi, j'ai le Brésil dès la sortie de groupe, puis après j'ai l'Allemagne en quart de finale. Ça peut être compliqué pour Team Canada. Maintenant, c'est une équipe qui est proportionnellement meilleure que le groupe masculin, qui lui, bon, avec la Martinique, qui devrait prendre son 3 points, et faire le dos rond contre le Mexique, et peut-être que Cuba, la moitié des joueurs seront partis aux États-Unis, donc vont prendre un 3 points aussi, va facilement se retrouver, facilement, c'est pas le bon terme, mais peut plus simplement se retrouver en quart de finale que le programme féminin. Donc c'est une question qui est excellente de Fred. Je dirais que je crois que les gars vont arriver plus loin que les femmes par rapport aux circonstances. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et tout à l'heure, avec Jean, on discutait du parcours de l'équipe nationale féminine en 2019, un parcours qui est toujours invaincu. Moi, personnellement, je le vois d'un bon œil parce que c'est des résultats qui sont intéressants. Puis on n'a pas choisi des équipes là, qui étaient faciles à affronter. Mais je pense qu'il n'y a pas eu assez d'adversité peut-être en 2019. Puis c'est là où les premiers matchs de groupe vont être cruciaux pour les dames en France. Mais je suis d'accord avec toi. L'équipe nationale masculine, à mon sens, va aller plus loin. Et justement, on termine avec la question du staff. C'est Mathieu Jolivet à qui on souhaite une excellente série finale de la NBA. À la description, Mathieu, qui est notre producteur pour tout le contenu soccer qu'on vous diffuse sur les ondes de RDS, mais qui fait tout un boulot avec le reste de l'équipe à la description des matchs des Raptors. Mathieu nous demande quel sera l'objectif visé ou un dénouement acceptable pour John Herdman à son premier tournoi d'importance cet été avec les hommes à la Gold Cup. Bref, il gagne-tu quelque chose et sinon, il se rend où? Oh, non. Je vais passer pour un pessimiste, mais non, je ne pense pas qu'ils vont gagner la Gold Cup. Tu es très pessimiste. Mais je crois qu'un objectif acceptable et réaliste, c'est vraiment les demi-finales. Ouais. Il y a 2 ans, ils ont fait quart de finaliste. Et il aurait dû... Ce match-là, ils l'ont vraiment mal négocié. Contre la Jamaïque en quart de finale. Donc, et puis je pense même que la Jamaïque, c'est un exemple de là où le Canada maintenant doit être. C'est vrai. Et donc c'est pour ça que je crois que les demi-finales...
je ne crois pas nécessairement que le grand public et même les observateurs se contenteraient d'une sortie de groupe et une élimination en quart de finale. J'ai pas par contre fait mon bracket pour voir contre qui pourrait jouer en quart de finale, mais de toute façon, ce match de quart de finale, c'est ça qui va définir là où est rendu le programme en direction de 2026, et c'est ce match-là qu'ils doivent gagner pour nous prouver qu'ils vont dans la bonne direction. Ouais, et défensivement, c'est là que ça va se jouer beaucoup parce que en attaque, tu as tellement plus de ressources que tu en avais à la dernière Gold Cup. Tu as des gars comme Balou, qui n'est pas sélectionné, et qui nous montre à quel point le programme a progressé. Parce que oui, tu as tout à fait raison, parce que la liste, moi j'étais sur la liste préliminaire, là tu fais bien de me corriger. La dernière liste est arrivée aujourd'hui. Il y a Anthony Jackson-Hamel qui n'est pas là non plus. Jonathan David, c'est des genres d'attaquants qui ont poussé ce programme-là au cours des dernières années, alors qu'à la dernière Coupe du Monde, la dernière Gold Cup, tu te rappelles, Kyle Larin qui débarque de nulle part après la phase de groupe, puis il arrivait comme un sauveur. Moi, je me souviens avoir discuté avec Samuel Piette après l'élimination de l'équipe, en lui demandant, vous l'avez vécu comment, l'arrivée de Kyle Larin? Étiez-vous surpris, non seulement de le voir arriver dans le groupe, parce que ça, c'était prévu, mais arriver dans le 11 de départ, on ne lui a pas demandé de commenter sur la performance de Kyle Larin, qui n'avait pas été extraordinaire. Mais Samuel nous avait dit, oui, on avait été surpris. Kyle Larin, c'était le sauveur. Offensivement, là, tu as pas mal plus d'armes avec des Alphonso Davies et compagnie. Puis ça me permet d'indiquer à nos auditeurs que c'est fini cette règle de changement de roster après la phase de groupe, ce qui n'est pas plus mal pour la crédibilité de la compétition. Non, tout à fait. Et moi, je pense qu'un quart de finale, John Herdman, avec ses qualités de vendeur, sera capable de nous le vendre comme un bon résultat, mais ça va beaucoup dépendre de la nature de ce match-là. Lors de la dernière Gold Cup, c'était un match quart de finale où on a été surpris par la Jamaïque. On a été pris en contre-attaque alors que les Jamaïcains allaient hyper vite en contre. Là, si tu vis un match comme celui-là, ça va être difficile à faire avaler comme un bon résultat. Maintenant, si tu as vraiment une chaude lutte pendant 90 minutes où tu réussis ça à pousser cette rencontre-là à la limite, peut-être. Demi-finale, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça va être une Gold Cup réussie pour le Canada. Ça va-tu arriver? Je le souhaite. T'es pessimiste. T'es très pessimiste. Cinévoa, toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Olivier. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et pour toutes vos questions que vous pouvez nous poser tout au long de la prochaine semaine. D'ailleurs, sur Twitter, #LDSF. D'ici là, on vous invite à partager le contenu sur le rds.ca et sur iTunes.